Il y a 50 ans, entre Noël et Nouvel An, un coup de grisou tuait 42 mineurs à Liévin. Robin Haguès, bonjour. Bonjour. Germain Haguès, bonjour. Bonjour. Vous êtes frère, vous avez écrit, réalisé un documentaire sur cette tragédie, ça s'appelle « La catastrophe de Liévin », 52 minutes, pour nous dire quoi d'ailleurs, pour nous raconter quoi? Eh bien, la catastrophe de Liévin, donc c'est le récit de ce drame survenu donc à Liévin le 27 décembre 1974, dont on a commémoré les 50 ans, et qui est donc retracé par l'intermédiaire de 5 témoins qui étaient âgés de 10 à 35 ans au moment des faits, qui reviennent avec émotion sur tout ce qu'ils ont vécu avant ce jour-là et surtout après. Comment vous avez trouvé ces témoins, identifié ces témoins, les choisi? Alors en fait le film, on s'est rapproché de l'association des victimes du 27 décembre, qui est une association à Liévin, et donc on est rentré en contact avec le président André Verret, et donc on lui a parlé du projet, et il nous a, comme il rassemble en gros les familles et les descendants des victimes, il nous a proposé des profils qu'on peut dire, et donc on a été rapidement séduit par les différents profils et très intéressés par les histoires de chacun. Mais est-ce que les portes se sont ouvertes facilement? Est-ce que vos interlocuteurs se sont confiés aisément? Alors globalement oui, franchement c'était des gens, déjà c'est des gens à qui on a peu donné la parole quand même en 50 ans, et donc je pense qu'ils étaient heureux d'avoir une oreille attentive. Et après, effectivement, en expliquant notre démarche avec sincérité, on a réussi à les convaincre de participer et de nous confier leurs souvenirs avec une authenticité vraiment qui nous a beaucoup touchés. Donc ça a été vraiment des rencontres très très fortes. On va revenir sur le documentaire en tant que tel, mais d'abord, on revient à l'origine, il est 6h19 du matin, on est le 27 décembre 1974, une explosion se produit à plus de 710 mètres de profondeur, la fosse 3-3. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous le dites? Alors, ce qui s'est passé avec précision, aujourd'hui, on ne le sait toujours pas. Ce qui est certain, c'est que, en tout cas, ce qu'on a découvert, ce que nous ont expliqué les différentes personnes qu'on a rencontrées, c'est que cette catastrophe, elle se produit à un moment où on est dans le déclin du charbon, et donc les conditions de sécurité ne sont plus tellement rassemblées. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont mal entretenues, qui ne sont pas remplacées, des postes qui sont supprimés, et c'est ça qui peut expliquer que ce jour-là, malheureusement, il y a eu ce drame. Alors, on a du mal à imaginer, 50 ans après, le choc que ça a été, l'effroi. L'hommage national avait rassemblé des milliers de personnes. Le Premier ministre de l'époque avait même fait le déplacement. Il y rappelle d'ailleurs la solidarité nationale et souligne l'importance des mineurs. Je vous propose de réécouter un extrait de la prise de parole à l'époque de Jacques Chirac. Nous sommes ici côte à côte parce que des hommes sont morts. Plus que jamais, dans la phase présente d'exploitation de nos gisements, et particulièrement dans les zones d'exploration, le devoir absolu de tous et de tout faire pour réduire les risques autant que le permettent les progrès de la recherche, les améliorations techniques et la concertation quotidienne avec les travailleurs eux-mêmes. Tout a changé depuis 30 ans, c'est vrai. Mais aujourd'hui, comme il y a 30 ans, l'effort des hommes de la mine est une partie essentielle de l'effort du peuple français. Cela, vous savez tous que chaque Français le sait. Le Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, quelles ont été les conséquences, quel impact, quelle importance à l'époque? L'importance de sa présence, de cet événement incroyable, de ce drame. Alors, ce qu'il a engendré dans la sécurité, déjà, c'est des améliorations. Il y a eu un certain nombre d'éléments de sécurité qui ont été changés, remplacés pour permettre une sécurité quand même un peu plus importante. Maintenant, comme je le disais à l'instant, c'était dans cette période de déclin du charbon, et finalement la mine a fermé que quelques années plus tard. Donc au final, elle a meurtri la région, c'est sûr. Je pense qu'elle l'a changé à tout jamais, et je crois que c'est ça le plus important, quoi. Ouais, et on voit que 50 ans après, avec le documentaire et donc les témoignages des différents intervenants, on voit que la douleur, elle est toujours présente, et que les gens se sont quand même vraiment sentis assez abandonnés derrière. Et à l'époque, les mines se sont quand même, et le charbonnage de France, c'est quand même pas tout à fait comporté de façon normale avec ces gens-là aussi, quoi. Oui, il y a les suites judiciaires, justement. Le Jacques Chirac, qui, alors on l'a pas entendu dire ça, mais il a promis à l'époque toute la lumière sur cette catastrophe. L'ingénieur en chef d'ailleurs de la fosse 3 a été inculpé.
Mais les houillères très puissantes ont répliqué, ils ont pointé des vices de procédure, le juge a été dessaisi, et puis il y a eu 6 juges consécutifs qui se sont succédés. Qu'est-ce qu'elles ont donné, les suites judiciaires de cette affaire ? Finalement, c'est 10 ans de procès. Déjà 10 ans de procès pendant lesquels on vient pas tellement vers les familles pour leur expliquer ce qui se passe, donc elles sont toujours en attente de réponse. Et puis donc à la fin, les houillères, la faute inexcusable n'est pas établie, donc les familles sont très peu indemnisées, et il y a seulement donc l'ingénieur en chef qui est condamné à 10 000 francs d'amende. Mais donc finalement, la lumière qui avait été promise, elle n'a jamais été réellement faite. Est-ce qu'il y a un lien direct entre ce déclin et puis finalement cette explosion, l'absence peut-être de sécurité maximale ? Ah oui, il y a quand même des choses qui sont incontestables. C'est par exemple, avant, il y avait donc le poste de gazier, donc c'était la personne qui était chargée de faire le tour dans les profondeurs de la mine pour relever les teneurs en grisou, savoir si on pouvait envoyer des ouvriers travailler, etc. Et en fait, on renouvelait pas les postes des gens qui partaient à la retraite, donc à la fin, il en restait plus qu'un ou deux, je crois, il faudrait un seul. Et donc, on savait qu'il pouvait pas aller partout et tout vérifier. Donc ça a forcément à un moment des conséquences de ne pas pouvoir vérifier partout ce type de choses, quoi. Et on peut imaginer, on peut comprendre ce que ça entraînait comme sentiment chez ceux qui descendaient, justement, parce que j'imagine qu'ils le voyaient bien que les postes n'étaient pas remplacés. Ce que nous ont dit beaucoup les familles, c'est que faut savoir que les mineurs à l'époque, ils descendaient, peut-être pas tous, mais la plupart d'entre eux descendaient quand même vraiment avec la boule au ventre et la peur de se demander ce qu'ils vont remonter, quoi. Alors il y a des images un peu, pas forcément choc, mais très émouvante, où on voit les familles, concrètement, pas courir partout, mais venir aux nouvelles, demander est-ce que vous avez retrouvé de ces familles et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Alors bien sûr, il y a pas mal de gens, sur les gens qu'on a interviewés, quasiment tous sont venus à un moment auprès de cette fameuse grille qui séparait donc la rue de la mine. Et ces familles, finalement, c'était leur seul moyen d'essayer d'avoir des informations, parce que tout se passait donc dans les profondeurs, les grilles étaient fermées la plupart du temps, donc il y avait quasiment rien qui circulait, et chacun espérait comme ça avoir des informations, savoir si son père, son frère, son mari était toujours vivant. Et puis il y a par exemple le témoignage de cette femme dans le documentaire qui s'entend dire ton père est mort, et puis finalement on contredit quelques minutes plus tard. Ça paraît assez fou. Ça paraît assez fou, ouais. Oui, faut imaginer que c'est quand même une énorme catastrophe qui s'est produite, donc le temps que les secours remontent des corps, des cadavres, etc. Là, il y a pas des fausses informations, mais des informations peut-être peu précises au moment vraiment des faits qui circulent, et donc oui, il y a eu, pour le cas de Annie, où on lui a dit que son père était mort, finalement, c'est l'un des 8 rescapés de la catastrophe. Et il y a eu malheureusement l'inverse aussi, des gens à qui on a dit votre père est vivant, et puis finalement c'était pas le cas. C'est ça, à une douzaine de minutes dans le docu, on y revoit donc ces images d'époque, l'anxiété des familles, les pleurs, les cris. Comment vous avez fait pour faire finalement revivre, parce que c'est par touche, mais on y est. Mais écoutez, c'est la force aussi des archives. Heureusement, cette catastrophe, elle a été médiatisée à l'époque. Je dis heureusement parce que ça permet justement 50 ans plus tard de pouvoir se replonger là-dedans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à Liévin, de tout ça, il reste que le chevalet minier. Il n'y a plus du tout les infrastructures, donc on peut vraiment, pour se projeter, c'est quasiment impossible. Donc il y a la force des archives, après il y a les archives familiales, et puis il y a aussi un certain nombre de séquences de reconstitution qu'on a réalisées pour justement essayer d'être au plus proche de cette catastrophe, essayer que les gens puissent imaginer comment c'était à l'époque. La catastrophe de Liévin, c'est le titre du documentaire signé Germain et Robin Aguès, qui sont donc les invités d'RCF Hauts-de-France, à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Le film est aussi à retrouver ce jeudi 16 janvier à 22h50 sur France 3 Hauts-de-France, également sur le site France.tv. Et puis, il existe différentes projections sur un moteur de recherche. Il n'est pas très compliqué de trouver les lieux. Le documentaire nous rappelle aussi que dans les années 70, le rapport à l'information, par exemple, à la radio était différent. On voyage dans le temps. Le trait d'union entre la population finalement et l'actualité, ce sont les transistors. Oui, tout à fait. Ouais. Et dans certaines familles, il n'y a pas encore la télévision, donc c'est vraiment le poste de radio qui a alerté, je crois,
je crois que c'est 4 sur les 5 témoins qu'on a interviewés, c'est par le poste de radio qu'ils ont appris ça. Et je pense que c'est le cas dans la plupart des familles, quoi. Une archive intéressante qu'on avait découverte, c'était à l'époque, donc il y avait le journal télévisé, c'était pas encore l'information en continu comme aujourd'hui, et le journaliste est avec son téléphone posé sur son bureau, et c'est comme ça qu'il reçoit les informations en direct. Il attend ses correspondants avec le téléphone, le vieux téléphone. Vraiment une autre époque, c'est sûr. Ça paraît assez incroyable. Alors, vous n'avez pas non plus oublié le point de vue un peu plus technique. Par exemple, il y a les explications sur ce qu'est le grisou. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à faire de la pédagogie aussi ? Bien parce que la dernière mine dans la région à avoir fermé, c'est quand même Wany, dans les années 90, tout début des années 90. Donc on s'est dit que, enfin même pour nous d'ailleurs, recevoir cette pédagogie, savoir exactement ce qu'était un coup de grisou pour vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants, ça nous paraissait important. Et voilà, le film, il est fait pour un public à la télévision, au cinéma lors des avant-premières, mais aussi scolaire pour les jeunes. Et donc pouvoir expliquer en détail ce qu'était un coup de grisou, ça nous semblait vraiment important. Comment est-ce qu'on construit un tel documentaire ? Ce qu'on aime bien dans nos documentaires, c'est de parler de sujets régionaux. Oui, je veux que vous dites nos documentaires parce qu'effectivement, j'ai oublié de le préciser, c'est pas votre premier essai. Hein. C'est ça, le premier, on l'avait fait sur le destin de 4 femmes pendant la guerre, puis le deuxième, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, le deuxième, c'était sur le massacre d'Ascq qui a eu lieu entre le 1er et 2 avril 1944, tout près, là, à Villeneuve-d'Ascq, et donc celui-là sur la catastrophe de Liévin. Et c'est vrai que on aime traiter des sujets locaux, et c'est surtout avec cette envie de donner la parole à des témoins. On construit nos films avec des historiens, avec des spécialistes, historiens, historiennes, des archivistes, etc. Mais on aime bien que le film soit raconté par des témoins, et on a ce sentiment que ça donne pas mal d'immersion, et c'est assez sympa de leur donner la parole. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus émouvant, ce qui nous touche le plus, et c'est ce qui fait, à mon avis, qu'on retient le plus ces histoires-là. Ce sont les témoignages directs, en fait. Hein, exactement. Tout simplement. Et puis, il y a aussi, alors, cette voix off. Donc, ce sont des textes que vous avez écrits, qui sont lus par un professionnel. Et il se trouve aussi que la voix off de votre film, eh bien, elle n'est pas inconnue parce qu'il a fait l'actualité tout récemment. Oui, tout à fait. Malheureusement, ouais. La voix off, elle est assurée par Benoît Alman, qui était connu, entre autres, parce qu'il a vraiment une carrière très très riche, connu pour être la voix française de Morgan Freeman. Donc c'est vraiment une voix que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà entendue. Et on a eu cette chance depuis notre premier film, qu'il travaille avec nous, qu'il accepte de poser sa voix sur nos films. Et donc là, ça a été le cas au mois de septembre. Il a enregistré sa voix pour la catastrophe de Liévin. Et voilà, on aurait aimé pouvoir le lui montrer. Malheureusement, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Des orphelins, des témoins racontent donc à travers leur regard cet événement. Vous avez pu aussi mesurer ce qu'il en reste aujourd'hui dans les mémoires locales. Alors justement, 50 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en reste ? C'est très très présent à Liévin. Les commémorations nous l'ont montré. Il y a beaucoup de Liévinois, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de gens autour qui viennent. Il y a monsieur François Bayrou qui est venu aussi pour assister aux commémorations, donc c'est encore quelque chose qui est très très présent. Il y a une volonté quand même des maires aussi de conserver le patrimoine. Ils sont en train de rénover le chevalet ou le chevalement, ça dépend les experts de la mine, chacun choisira. Et oui, c'est quelque chose qui est encore vraiment très présent, et que je pense qu'il faut continuer de perdurer, et avec ces témoignages, ça peut vraiment être une belle façon de poursuivre la mémoire comme ça. Pourquoi vous travaillez sur ce type de sujet ? Vous êtes jeune et vous revenez sur des faits d'histoire, des faits marquants. Qu'est-ce que ça vous enseigne ? Qu'est-ce que vous en tirez ? Pourquoi vous choisissez ces thèmes ? Alors d'abord, je pense qu'on a commencé à travailler sur le documentaire et sur l'histoire grâce à notre grand-mère maternelle, qui nous a raconté beaucoup de souvenirs de sa jeunesse pendant la guerre, et c'est ça qui nous a donné envie de faire du documentaire. Elle était l'une des intervenantes de notre premier film. Et après cette première expérience qui nous a beaucoup plu, on a décidé de poursuivre, d'aller à la rencontre de gens qui n'ont pas ou quasiment jamais eu la parole, et essayer de recueillir des témoignages directs, notamment avant qu'il soit trop tard pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale. Là, on assiste maintenant malheureusement à la disparition des derniers témoins. On l'a vu, on avait interrogé un monsieur Pierre Davance en juin. C'était l'un des derniers rescapés du train de l'os. Il vient de décéder. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a quand même urgence à se mobiliser pour aller chercher des témoins. La catastrophe de Liévin, ça n'a
entre guillemets que 50 ans, mais quand même. Je crois qu'il reste 3 veuves il reste aujourd'hui. plus beaucoup de veuves, les dernières veuves. Voilà, aller à la rencontre de ces gens, c'est vraiment quelque chose qui nous anime et qui nous passionne, pouvoir être le relais comme ça. Ouais. Vous n'êtes pas historien. Parfois les historiens regardent d'un œil un peu critique le travail de documentariste. Comment est-ce que ça se passe là ? Alors pour le coup, nous on n'a pas de formation d'historien, quoi que ce soit sur cette thématique, mais par contre on s'entoure d'historiens et d'historiennes pour construire nos films. Et nous, ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que ça nous intéresse vraiment de mettre en avant les témoins. Et en fait, l'historien finalement ou l'historienne, ça va être notre voix off. Donc en l'occurrence pour les 3 derniers films, c'était Benoît Alman. Et c'est une voix off, c'est un texte qu'on écrit avec des spécialistes du sujet pour avoir une rigueur historique. Mais c'est notre façon de mettre l'histoire au cœur des films, quoi. Entre les deux, qui rédige, qui relit c'est un travail commun. Oui, on le fait à 2, quoi. On est toujours d'accord de toute façon à la fin. Voilà. Donc Germain, vous êtes basé à Croix, Robin à Lille. C'est ça. C'est pas anodin de travailler avec son frère. Comment est-ce que vous gérez cela ? Alors c'est une question qu'on nous pose assez souvent, mais c'est vrai que nous on le fait avec beaucoup de plaisir. Et on s'entend forcément très bien et on a cette franchise de se dire les choses rapidement quand on n'est pas d'accord, et donc ça permet d'avancer très vite. Et c'est vrai que le milieu de la production, de l'audiovisuel, du cinéma, c'est un milieu qui est pas non plus, qui est pas évident, mais comme beaucoup de milieux, mais c'est pas facile. Donc être à 2, ça permet aussi d'avancer serein. Ouais. Dans ces grandes aventures de la réalisation, quoi. Et je suis d'accord. Et vous avez dû donc créer une société de production. On a une société de production, Ariane Film, qui est basée à Croix, et on fait de la production de films et de documentaires et de courts-métrages dans le nord de la France, Haute-France. Vous prenez le temps de temps en temps de vous poser tous les deux et vous demander ce que ça vous a apporté, ce que vous avez pu découvrir ensemble. Oui. Moi, personnellement, moi, je suis très fier du travail qu'on mène, mais notamment très fier je le disais à l'instant, toutes les rencontres qu'on a pu faire, tous les gens qu'on a pu interviewer. Ça va vraiment de tout. Par exemple, on travaille beaucoup avec Lily Keller-Rosenberg, donc une rescapée de la Shoah. On avait pu interviewer la comédienne Micheline Prel quand elle avait 101 ans. C'est des rencontres qui nous ont vraiment changé, je pense, humainement, qui nous ont beaucoup enrichis. Et donc pour ça, moi, je suis vraiment très, très heureux de ce qu'on fait et j'espère que ça continuera longtemps. Et à côté de ça, on fait un travail assez intéressant, qu'on pense intéressant dans le milieu scolaire, c'est-à-dire qu'on projette nos films devant des collégiens, des lycéens. Donc là, c'est surtout notre film sur le destin de 4 femmes et sur le massacre d'Ascq. Et donc, on va à la rencontre de collégiens, de lycéens pour leur montrer ces films, leur montrer ces histoires et créer du lien social, des échanges pour faire comme ça. Et c'est de perdurer la mémoire et de leur donner quelques clés aussi pour comprendre ce qui s'est passé il y a plus de 80 ans et plus de 50 ans pour la catastrophe de Liévin. Et c'est une activité suffisamment rentable pour vous permettre de vivre correctement ? Écoutez, on a des lacets à nos chaussures, donc pour l'instant ça va, mais on a mis du temps à développer tout ça, bien mais sûr. Ça devient vraiment une très très belle aventure, quoi. On a hâte de continuer. Et d'ailleurs, on s'écarte un peu de l'histoire, mais notre prochain film, c'est avec aussi France Télévisions, sur l'équipe de France de cécifoot, qui était médaille d'or aux Jeux Paralympiques. Et donc voilà, on s'écarte un peu de l'histoire, mais c'est aussi des belles rencontres à mettre en avant ces joueurs au parcours assez exceptionnel et aussi tous les bénévoles qui ont permis comme ça de les amener, tous ensemble, tout ce travail commun pour les amener jusqu'à la médaille d'or. Eh bien, on a hâte de retrouver ça. Donc, je rappelle que le film est à retrouver ce jeudi 16 janvier, 22h50 sur France 3 Hauts-de-France, également sur le site France.tv, en replay à partir de là. En quelques secondes, si celles et ceux qui nous écoutent se disent je me sens pas très concerné ou qu'est-ce que je vais découvrir, vous leur dites quoi ? Franchement, le film est magnifique, ce que racontent les gens est magnifique, et c'est aussi le patrimoine minier, et il n'y a pas tant que ça de films et de documentaires sur le sujet, et il y a tous ces terrils quand on se balade sur l'autoroute, savoir d'où ça vient, pourquoi c'est si haut, etc. Je pense que c'est vraiment intéressant, et savoir qu'en 74, un coup de grisou, ça existait encore. La catastrophe de Liévin, c'est le titre de votre documentaire, Germain et Robin Agasse. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci beaucoup.